designer de formation et il y a 15 ans, je travaillais sur une exposition sur le développement durable. Là où je me suis rendu compte, pour John Takara, peut-être que je vous conseille d'aller voir les travaux de John Takara. Il se dit designer de biorégion, de biovallée, une espèce de design assez écosystémique. Et donc, en travaillant sur cette exposition, je me suis rendu compte, il y a une quinzaine d'années, qu'on avait un petit problème dans le design, c'était qu'on dessinait toujours pour des humains. Et on ne prenait jamais en compte les besoins, les perspectives des non-humains, en gros de la biodiversité, des écosystèmes, des espèces, alors qu'ils participent de l'équilibre de nos sociétés, ils participent à nos modes de vie, et ils sont toujours là soit comme éléments de décor, soit comme ressources. Même quand je fais de la permaculture ou de l'agriculture biologique, je suis toujours en train d'extraire, et il n'y a jamais de processus là où on va co-construire avec eux, leur demander leur avis, voire même, pourquoi pas, dessiner pour eux, et si on dessinait le monde pour d'autres espèces. Autant vous dire qu'en 2008, quand je m'en suis rendu compte, déjà on ne comprenait pas bien qu'est-ce que c'était que le développement durable. Alors là, dire on va dessiner pour les mésanges et les vers de terre, c'est compliqué. Donc ça a mis 15 ans de lecture, de recherche personnelle. Et en fait, pendant ces 15 ans, j'ai travaillé dans l'innovation, la recherche par le design, ce qu'on appelle l'innovation par les usages. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le design d'innovation sociale, pour des personnes aussi en précarité, sur le développement durable. Je suis passé vite fait à Istanbul, j'ai gagné un petit concours de design qui m'a emmené à Dubaï pour travailler en design des politiques publiques. Et puis je suis revenu en France, là où j'ai travaillé sur des projets européens. Et enfin, je suis revenu à la Cité du Design où j'avais eu cette idée au départ. Travaillé 5 ans au pôle recherche de la Cité du Design. Et suite à ça, je décide d'ouvrir mes recherches il y a environ 5 ans. Je donne les premiers cours, les premières conférences il y a 5 ans. Un collectif dont certaines personnes dans la salle sont zoépoliticiens, dont on va parler rapidement. Et un collectif là où on a commencé en juin 2021, on était 4. Et aujourd'hui, on est 74. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur... je vais revenir que rapidement sur comment sont construites les recherches, quel est le chantier aujourd'hui sur le sujet. Et l'idée, c'est plutôt l'introduction de cette semaine de workshop sur une méthodologie que j'ai créée, qui a été aujourd'hui expérimentée et dont vous verrez quelques résultats qu'on a fait avec la direction des espaces verts de la ville de Lyon. Et donc l'idée, c'est plutôt de vous présenter cette méthodologie, vous donner un peu les concepts et les clés pour pouvoir l'appliquer, et après l'idée, c'est de l'appliquer ces prochains jours pour, d'ici la fin de semaine, arriver à des résultats pour l'écosystème ici. Alors, cette méthode, elle s'appelle Umfelsi Ethos, et on va voir après un peu qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que recouvrent tous ces mots. D'abord, j'ai besoin d'introduire quand même l'état des lieux de la situation. On a aujourd'hui des rapports sur l'extinction de la biodiversité, notamment celui du WWF, donc c'était septembre 2022, qui nous dit voilà, il y a 69% de la biodiversité qui est en train de s'éteindre depuis 1950. Le Muséum d'histoire naturelle dit qu'on est dans une phase d'extinction de masse d'espèces, on est au début. On parle d'une extinction d'espèces qui est de 100 à 1000 fois plus rapide que les précédentes extinctions d'espèces. Si je prends que les mammifères terrestres, on est à 8000% d'extinction de rapidité depuis 200 ans, donc depuis la révolution industrielle.
Et vous entendez souvent déclin de la biodiversité, érosion de la biodiversité. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est nous les responsables. Ils ne s'éteignent pas comme ça naturellement. Il y a en fait un gros problème qui est notre manière d'habiter la Terre, qui cause en fait cette extinction du vivant. Et donc vous comprenez bien qu'il y a une urgence à s'occuper de ça, et notamment pour nous designers, puisque c'est nos modes de vie qui sont responsables. Et donc, nous, designers, nous travaillons sur les modes de vie des humains, et donc il nous faut aussi prendre ces questions à bras le corps. Je vous propose une définition, j'ai des conférences. Alors, si vous voulez voir un peu plus les actes de recherche et tout ça, je vous conseille, vous allez sur le YouTube de Zoépolis, vous marquez collectif Zoépolis sur YouTube, vous verrez des conférences qui développent plus ces questions-là. Là où je travaille les définitions un peu du design aussi, dans leur relation à l'environnement, dans leur relation au vivant. Alain Findeli nous dit la fin ou le but du design est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Et concernant, et effectivement, quand on dessine l'espace urbain, on fait de l'habitabilité, mais comme vous avez compris, pour des humains. Cet espace design, l'espace d'intérieur, c'est de l'habitabilité aussi pour les humains. Donc, le problème, c'est que quand on fait de l'habitabilité, on détruit aujourd'hui la biosphère, alors que la biosphère elle-même, elle produit de l'habitabilité pour les humains. Quand nous, on dessine de l'habitabilité, on détruit la biosphère, et la biosphère, dans son fonctionnement, elle fait de l'habitabilité pour des humains. Et donc on a un petit problème, comme ça, entre ce que produit le design et sa manière d'être dans la biosphère. Baptiste Morisot, qui est un penseur du vivant, il nous dit, voilà, c'est notre manière d'habiter qui est en crise, et notamment par son aveuglement constitutif au fait qu'habiter, c'est toujours cohabiter parmi d'autres formes de vie. L'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. La crise de notre manière d'habiter revient à refuser aux autres le statut d'habitant. Vous voyez bien que dans le raisonnement, il y a cette question d'habitabilité et la clé de voûte qui nous relie aux autres vivants. Designer, c'est faire de l'habitabilité. Les autres vivants, en habitant, font de l'habitabilité. Et donc, il nous faut penser à un design qui, dans sa manière de produire le monde de demain, contient aussi la manière des autres vivants de faire de l'habitabilité, et pas de leur refuser, comme dit Baptiste Morisot. Je vais le dire différemment. En fait, la biodiversité produit est un maillage comme un hamac, si vous voulez, qui soutient les sociétés humaines. En faisant la photosynthèse, en capturant le carbone, les végétaux font de l'habitabilité pour les humains. Les vers de terre, en habitant, assurent la fertilité du sol et donc produisent de l'habitabilité, pas que pour eux, aussi pour les humains. Pareil, la forêt amazonienne, en habitant la Terre, fait de l'habitabilité pour l'ensemble de la biosphère. Et je peux continuer comme ça longtemps. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et nous, en habitant, en fait, on détricote ce hamac-là, ce maillage sur lequel on est, et il nous faut donc maintenant repenser, si designer c'est aussi faire de l'habitabilité, il nous faut penser à un design qui, dans sa manière de faire de l'habitabilité, va inclure les interdépendances avec les autres êtres vivants, voire même dessiner aussi pour d'autres êtres vivants, et c'est ça l'enjeu de la méthodologie. Avant de continuer, j'ai besoin de vous expliquer un concept qui vient d'un philosophe, un grand philosophe français, malheureusement mort il y a 2 ans, qui s'appelle Bruno Latour, qui propose le concept, alors c'est en anglais, en français c'est les actants, ça se traduirait comme ça, en anglais ça fonctionne un peu mieux, il parle des agencies. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
c'est pas parce qu'on est non humain, non vivant, que les choses n'agissent pas. Je vous donne un exemple. Le dos d'âne, c'est quoi? Le dos d'âne, c'est non humain, non vivant, hein, c'est un bout de béton un peu sur le sol, et pourtant, il vous pousse à ralentir. Il a une agentivité sur vous. La pollution de l'air, c'est pareil, c'est non humain, non vivant. Et peut-être que vous avez entendu qu'à Paris ou dans les grandes villes, on va conseiller, voire interdire aux joggers ou à ceux qui font du vélo, pendant les pics de pollution, d'aller faire du sport. Mais aussi, hein, pendant les pics de pollution, souvent, on dit aux écoles primaires, maternelles, crèches, de ne pas sortir les enfants dehors. Vous voyez que la pollution de l'air a agi sur les organisations humaines. Et ça, vous l'avez bien vu aussi avec le coronavirus. Avant le coronavirus, on se serrait la main, on se faisait la bise, on touchait des poignées de porte. Le coronavirus arrive, et d'un coup, l'organisation de la société humaine change. Le coronavirus a une agentivité sur les organisations humaines, voire même sur notre culture. Hein, on se faisait la bise, on se serrait la main, c'est culturel. Et donc vous voyez que les choses soient vivantes ou même non vivantes, définies comme non vivantes en tout cas, elles agissent sur nos organisations, elles agissent sur les sociétés humaines. Et donc vous comprenez l'importance de l'intégrer dans nos méthodes de designer, d'intégrer ces perspectives non humaines dans nos méthodes de designer. Donc dans la méthode dont on va parler aujourd'hui, on va surtout se centrer sur les espèces. Je reviens sur l'histoire de l'agentivité. Là, on va se concentrer sur les agents du coup, non humains, mais vivants. C'est ce qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure avec l'histoire du maillage, les services écosystémiques. Ce tableau, alors les services écosystémiques, on le connaît à peu près depuis les années 80. On sait que les écosystèmes nous rendent des services. Le bassin versant, qui vous donne l'eau que vous avez au robinet, c'est un écosystème. C'est des interactions entre des champignons, des vers de terre, des bactéries, qui en fait, à l'échelle atomique, hein, vraiment, ils brisent l'échelle de molécules chimiques et qui vous donnent un service de purification de l'eau. Je ne peux pas dissocier le service de purification de l'eau des vers de terre, des bactéries, des racines des arbres, des oiseaux dans les arbres qui permettent aux arbres de se reproduire et ainsi de suite, de se disséminer et ainsi de suite. Je ne peux pas dissocier toutes les espèces vivantes de ce service de purification de l'eau. Et donc dans ce tableau, vous voyez à gauche ce qu'on appelle les services qui sont fournis par les écosystèmes, donc des services d'approvisionnement, de nourriture, d'eau douce, on vient d'en parler, les bois, les fibres, les combustibles, des services de régulation du climat. Vous en entendez parler avec l'histoire du réchauffement climatique, planter des arbres et ainsi de suite. Régulation des inondations, régulation des maladies, purification de l'eau. Où c'est que vous partez en vacances? À la mer, à la montagne. Qui vous fournit ça? Les écosystèmes. Ce sont des services culturels. Donc aussi d'esthétisme. On a dans notre histoire en France les impressionnistes qui partaient, vous vous rappelez, du coup dans la nature pour peindre la nature, des services spirituels. Il y a beaucoup de religions qui sont aussi basées sur des écosystèmes, des services éducatifs, pédagogiques, de loisirs. Et enfin, vous n'avez pas à entretenir tout ça pour que ça perdure. Ce sont des services d'auto-entretien. Et en fait, tous ces constituants, tous ces services qui sont fournis par les écosystèmes et leur stabilité, en fait, ça produit ce qu'on appelle les constituants du bien-être des sociétés humaines, et donc de la sécurité, des éléments essentiels à une vie satisfaisante, de la santé, des bonnes relations sociales, et tout ça, en fait, permet
d'avoir une liberté de choix et d'action. Je vous donne juste un exemple, on revient sur les vacances. Le fait que vous ayez des écosystèmes pour partir avec vos copains en vacances, ça assure aussi une bonne cohésion sociale entre votre groupe d'amis. Pas d'écosystème, pas de départ en vacances, et du coup, on ne peut pas se retrouver avec des amis à la montagne, à la mer, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça en fait, ce maillage dont je vous parlais, ce hamac en fait, qui soutient l'équilibre des sociétés, qui n'est dû que au fait que les autres êtres vivants assurent, vous vous rappelez, le service d'auteur assure cette habitabilité qui garantit en fait l'équilibre des sociétés, le bien-être des sociétés. Si le bassin versant vacille, l'eau que vous avez au robinet vacille aussi. Si les pollinisateurs déclinent aujourd'hui, on était avec mon collectif aux assises des pollinisateurs. Aujourd'hui, vous avez entendu, on a repoussé de 10 ans le glyphosate. Ce qu'il disait au moment des assises, c'est que dans 10 ans, ils sont plus sûrs qu'il y ait encore des pollinisateurs. Vous voyez à quel point charnière on en est aujourd'hui. Si les pollinisateurs déclinent, et donc tout ce qui est pollinisé, tous les légumes, les fruits qui sont pollinisés, risque de décliner aussi. Et donc ce que vous trouvez au supermarché risque de décliner, et donc l'équilibre de la société est fragilisé. Vous voyez comment on est tenu par ces relations aux écosystèmes. Michel Serres, dans un livre qui, moi, m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Le contrat naturel, nous dit ça d'une manière différente. Il nous dit « Nous dépendons de choses qui dépendent de nous. Nous dépendons du climat qui dépend de nous. Nous dépendons du bassin versant qui dépend de nous. Nous dépendons de la pollution de l'air qui dépend de nous. » En fait, nous sommes empris dans un système d'interdépendance entre humains et non-humains, vivants ou non-vivants. Du coup, voilà où m'ont mené ces travaux-là et ces recherches-là. Je me suis dit, le design dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait beaucoup. Alors, on peut faire du design contre le vivant, du design sans le vivant, le design du vivant, les OGM, designer le vivant en lui-même, un design utilisant le vivant, ce qu'on fait pas mal aujourd'hui, un design respectant le vivant, et enfin, moi je me suis dit comment je fais avec le vivant et pour le vivant. Okay. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire la différence entre la fin et les moyens. Le design, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. Et ce qu'aujourd'hui, j'interviens beaucoup en école de design ou école d'ingénieur et tout ça, et c'est ça que les gens apprennent, c'est on est centré sur un usager final, et puis il est empris dans des relations socio-techniques, des relations sociologiques avec des techniciens, des ingénieurs, des politiques, et il y a tout un tas d'objets techniques, ce qu'on appelle la technosphère, ou alors j'aime bien ce terme de technococon de Alain Damasio. Vous connaissez peut-être Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction, peut-être très connu en France, qui dit, en fait, on s'est construit un technococon, tout ça, là, c'est hyper confortable, on est dans une bulle chaude, vous avez vos petits coussins sur les fauteuils, ma petite tablette, là, elle est hyper pratique, hyper confortable. Voilà, on s'est construit un espèce de confort technique, d'une bulle technique qui... Et donc c'est là-dedans qu'on décide, en gros, c'est ça la cosmologie du design. Donc vous comprenez avec ce qu'on a raconté qu'il nous faut rajouter à cette cosmologie-là un premier cercle qui est en fait les autres êtres vivants en tant qu'espèce et les écosystèmes bien sûr, et aussi les actants dont parle Bruno Latour, le climat, les écosystèmes, la pollution de l'air, et ainsi de suite. Comme acteurs, en fait,
de notre manière d'habiter le monde. Donc c'est pour ça que j'ai créé le collectif Zoépolis, pour en fait prendre ce chantier-là. Donc je ne développerai pas plus là-dessus, mais comprenez que je fais des conférences de 2 heures et plus, juste sur ce qu'on vient de voir, on peut développer beaucoup plus. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à me couper, on a un peu le temps. Donc le Zoépolis, il est basé sur 5 axes de recherche. Le premier, c'est, et je reviendrai rapidement sur chacun, c'est on reste centré humain, mais on inclut tous ces non-humains dans la cosmologie. 2, on se décentre, et c'est ça la méthodologie qu'on va travailler pendant cette semaine, c'est de dire comment je peux dessiner pour des non-humains. Donc c'est un design qui serait centré sur le vivant, centré espèce, si vous voulez. 3, on pourrait se centrer sur les relations entre les êtres. On y reviendra. Et le design a une forte capacité en fait à faire de la médiation. Designer, c'est aussi un processus de traduction. Pareil, je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, il y a un fort enjeu sur la question des imaginaires, sur la manière dont le vivant habite notre imagination. En fait. Et là aussi, le design a pas mal à faire. Donc le premier, on est centré humain, et puis il y a toute la cosmologie que je vous ai décrite juste avant. Je vais parler rapidement de 2 types de design. Le premier, c'est ce qu'on appelle le design biophile. Le design biophile, c'est de prendre en compte le fait que les espèces vivantes, les plantes, les animaux, en fait, vous font du bien. Vous font du bien sur 2 niveaux. Vous font du bien et biologiquement, physiquement. Si je prends l'écosystème tel qu'il est, très urbanisé, vous avez un certain niveau d'immunité qui n'est pas très haut. Je rajoute des plantes, je rajoute de la biodiversité, vraiment je l'enrichis en termes de biodiversité, je monte votre système immunitaire. Tout simplement. Donc biologiquement et psychologiquement. Et là-dessus, je vous renvoie vers un livre de Natura, qui s'appelle Natura de Pascal Derme, qui montre comment, en fait, la présence de biodiversité améliore l'équilibre, la psyché humaine. Et enfin, l'autre chose, c'est d'utiliser, pour rappeler le tableau sur les services écosystémiques, c'est d'utiliser les services écosystémiques pour l'équilibre des sociétés. Et donc, c'est de designer, vous comprenez bien, avec les écosystèmes, pour l'équilibre des sociétés. Et donc ça s'appelle les solutions fondées sur la nature. Par rapport au réchauffement climatique, quand on dit on plante des arbres pour rafraîchir les villes, c'est des solutions fondées sur la nature. C'est exactement ça. Et donc pareil, comment on peut designer toujours au bénéfice des humains. Vous vous rappelez, on est centré humain en utilisant l'agentivité des non-humains. Le deuxième axe de recherche, et ça, oui, juste un petit rapport pour ceux avec qui on va faire le workshop ensemble, c'est autant de manières de problématiser une fois qu'on aura décrit une espèce et ainsi de suite. Donc, c'est un design qui serait biocentré, en fait, donc centré sur d'autres espèces vivantes. En gros, c'est de donner le gîte et le couvert. Si je vous invite chez moi et que je vous invite à dormir mais pas à manger, vous n'allez pas rester longtemps. Et inversement, si je vous invite à manger mais pas à dormir, vous n'allez pas rester longtemps aussi. Et donc ça, c'est une erreur que moi je vois beaucoup quand je vais en ville. On voit que les gens ont mis des nichoirs sur les lampadaires ou sur un arbre et tout ça, puis quand vous regardez autour, vous ne voyez même pas un petit îlot de fleurs ou un petit truc comme ça, vous pouvez être sûr que dans le nichoir, il n'y a rien du tout. Les espèces, elles ne sont pas bêtes, hein. Elles viennent, et avant de s'installer, elles regardent si elles vont avoir de quoi se nourrir, en fait. Sinon, elles ne viennent pas s'installer. Donc, c'est pensé comme ça. Il existe un petit peu de choses en design. Si vous voulez des noms d'auteurs, tout ça, je vous en donnerai. Le Reef Design Lab, par exemple, en Australie, qui, en fait, fait des structures, qui fait de l'habitabilité pour du corail, hein, pour régénérer les fonds marins de corail. Et le Amy Ames, là, que vous voyez, c'est une étudiante au Royal College. Pareil, vous pouvez aller voir, elle a fait des petites conférences qui sont très intéressantes, là où elle montre son processus de recherche. Par exemple, la couleur de la cuillère ici. En fait, elle a mis des petites graines sur des feuilles de couleur.
Et elle a regardé statistiquement quand c'est que sur quelle couleur venaient plus les mésanges. Et du coup, voilà, en fait, pareil, la forme de la cuillère a été longtemps expérimentée avec les espèces avant de définir cette forme-là. Et donc, elle a réussi à faire un processus de recherche, vous voyez bien, désanthropocentré, centré sur une espèce, et qui donne aussi des formes de design. Donc, ça, c'est le troisième axe de recherche, c'est de penser en termes de relations. François Cheng, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un poète français qui dit « Les relations entre les êtres sont aussi importantes que les êtres eux-mêmes ». Vous avez tous des bactéries à l'intérieur de dans votre tube digestif. Si je coupe la relation entre vous et cette bactérie, c'est-à-dire les bactéries sont vivantes et vous êtes vivant, mais la relation symbiotique qu'il y a entre les deux n'existe plus, vous ne pouvez plus digérer. Vous êtes presque mort. Comprenez bien que la relation qui existe entre vous et vos bactéries est aussi importante que vous-même. Et donc c'est de penser comme ça. Et en fait, nous en design, des relations, on en dessine plein. On dessine votre relation à la SNCF. Les applis. Le petit guichet, les petites bornes automatiques là où vous prenez votre ticket. C'est des relations à une organisation. On dessine votre relation à la poste. Le Colissimo, c'est quoi? C'est des relations entre vous et une autre personne à qui vous envoyez le paquet, qui passe par une organisation qui s'appelle la Poste, là où dedans il y a des automates, il y a des machines, il y a des dispositifs administratifs, il y a un facteur, il y a tout ça. Et en fait, le Colissimo, c'est bien la relation entre tous ces êtres. Et c'est non humain aussi, hein, ces machines, et ainsi de suite. Donc, des relations, on en dessine plein, ça s'appelle du design des organisations, du design de services. Et du coup, c'est de penser comme ça, de dire, ben voilà, pourquoi on ne pourrait pas dessiner des relations entre humains et non humains. Ces relations, elles pourraient, je ne vais pas trop développer ça, mais en fait, il existe des relations dans le vivant qu'on appelle prédation, compétition, avensalisme, et ainsi de suite. Et il y a des relations plutôt vertueuses. Le neutralisme, il y a zéro effet sur les espèces. Commensalisme, c'est le pique-bœuf, par exemple. C'est bon pour une espèce, à peu près sans effet pour l'autre. Voire mutualisme, c'est donnant-donnant. Le poisson clown et l'anémone, c'est du mutualisme. L'anémone, elle protège le poisson clown, et elle se nourrit des excréments du poisson clown. Et donc vous avez des relations protection, nourriture, soin, protection. Je sais pas quoi, protection, soin, nourriture, et ainsi de suite. Et puis la symbiose, ben, c'est ce qu'on a décrit avec vos bactéries dans le tube digestif, c'est quand la relation elle est tellement forte que si je la coupe, les êtres sont en péril. Et donc c'est de penser comme ça, de dire, bah, tiens, si on dessinait de la symbiose, si on dessinait du mutualisme, si on dessinait entre humains et non humains. Alors là, vous avez quelques exemples. Pour moi, en haut à gauche, ce qu'on appelle un écoduc. Vous avez sûrement entendu parler des passages à animaux en dessus ou en dessous des routes ou des autoroutes. Eh bien, on a des perspectives de mobilité humaine et on a des perspectives de mobilité non humaine. Et le design de cette infrastructure écoduc plus autoroute, les deux se tenant ensemble, c'est un design de relation entre les êtres. Je vais chercher du neutralisme. Je vais chercher du sans-effet. Je vais juste vous décrire le projet en haut à droite, BI Fence. Au Kenya, il y a des agriculteurs qui, en fait, pour augmenter leur rendement, ont de plus en plus augmenté la taille de leur champ, le périmètre qui est cultivé. Et il y a aussi des éléphants qui, eux, ont des parcours de migration, hein, qui sont millénaires. Hein, ça se transmet de manière matriarcale et tout ça. Donc c'est des mêmes parcours de migration que les éléphants utilisent, les familles d'éléphants utilisent depuis des générations. Et en fait, un jour, ils arrivent, et puis là, un paysan a mis un champ, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils passent dessus et ils piétinent. Et donc apparaît des conflits hommes-éléphants. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des barrières, ils ont mis du barbelé, ils ont mis des barrières électriques. Et qu'est-ce que font les éléphants? Alors il faut savoir que les éléphants, ils sont super intelligents.
ils arrivent à déjouer tous les pièges, vraiment. Et en plus, ils se copient, c'est-à-dire qu'ils voient un autre comment il a fait là, et puis pouf, ils vont refaire pareil, et ainsi de suite. Et donc rien ne fonctionnait au point que les paysans se sont mis à tuer les éléphants, à tirer sur les éléphants et à les tuer. Donc là, les écologues, naturalistes, chercheurs se sont mis à s'inquiéter de ces conflits-là et ont commencé à chercher comment on peut faire pour gérer ces relations homme-éléphant. Et ils ont en fait découvert, ou en tout cas ça traînait dans leur papier, que les éléphants ont peur des abeilles. Au Kenya. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les éléphants du monde, mais en tout cas au Kenya, ils ont peur des abeilles. On suppose que c'est qu'ils ont peur que l'abeille rentre dans la trompe, du coup, et que la piqûre bouche le système respiratoire. On suppose que c'est ça. Et donc du coup, ils se sont dit, bah, tiens, on va essayer de faire des barrières ruches d'abeilles. Et alors vous le voyez bien, pas bien, mais entre deux ruches d'abeilles, il y a un fil, ce qui fait que si l'éléphant essaye d'arracher le fil, ça secoue les ruches, et puis bah, du coup les abeilles vont en sortir. Et comme je vous disais tout à l'heure, en plus les éléphants se copient. C'est-à-dire que quand un éléphant voit un autre fuir parce qu'il y a des abeilles, il ne va pas y aller. Et donc ça fonctionne. Et non seulement ça fonctionne, mais en plus, les paysans ont pu augmenter leur rendement économique parce que maintenant ils vendent du miel. Et vous voyez bien que c'est un design d'objet. C'est un design d'objet qui régule des relations entre humains et non-humains. C'est du coup de penser dans ce sens-là. Ça ne va pas être tout rose de recohabiter avec... on n'a pas repoussé la nature à l'extérieur de nos villes pour rien. Mais du coup, il va falloir, nous designers, penser sûrement un design qui va structurer des relations entre les êtres. Revégétaliser les villes, c'est aussi avoir plus de moustiques. On parle aussi de ville éponge aujourd'hui, ça va être aussi sûrement plus de moustiques. Il va falloir sûrement la moustiquaire, je ne sais pas, tout un tas d'objets qui vont nous permettre de trouver notre place à côté des moustiques. Je passe dessus. Quatrième axe de recherche, un design qui se ferait la médiation en fait du vivant. Et le design a toujours été une discipline aussi de traduction en fait. Tout ce qui est design d'information, design de communication, data visualisation, on vous traduit des choses qui sont au départ difficilement, peu accessibles à vos sens. Et là-dessus, alors si je vous montre l'image en bas à gauche, là, la ville que vous voyez, c'est la ville de New York. Et la montagne bleue, c'est sa consommation en bouteilles de plastique par année. Je vous traduis en une image, une information qui est inaccessible à vos sens. Et à droite, ce que vous voyez, c'est des scénographies dans les muséums d'histoire naturelle. La scénographie, et c'est beaucoup des designers d'intérieur qui font ça, vous parle en fait des mondes vivants. On ne fait que ça dans les muséums d'histoire naturelle. On vous parle même de mondes vivants qui n'existent plus aujourd'hui, les dinosaures. On sait faire ça, en fait, traduire les mondes vivants. Et donc, avec la système d'extinction de masse dont on a parlé, comprenez qu'il y a un enjeu aussi pour nous designers à dire, en fait, il y a aujourd'hui, on parle de 80% des insectes qui ont disparu en Europe, 800 millions d'oiseaux, donc les 80% c'est en 40 ans, c'est 40 dernières années, les 800 millions d'oiseaux c'est 30 dernières années, et c'est inaccessible à nos sens. On pourrait essayer de traduire ça. Vous avez d'autres projets aussi de traduction de monde vivant. C'est tout simplement, en haut à gauche, la Flower Power, c'est un petit détecteur qui va vous donner de l'information sur votre iPhone, sur votre smartphone, pardon, qui va vous donner l'information de si la terre manque d'humidité ou pas. En gros, si votre plante a soif. L'OA, là, LUA,
c'est aussi intéressant parce qu'il vous donne plus d'indications, ça mesure le pH, ça mesure tout un tas de choses au niveau du pot, et du coup ça le traduit pour que ça soit accessible à vos sens. Et enfin, il y a des petits embryons aujourd'hui de projets qui cherchent à faire un design là où humains et non humains peuvent communiquer. Hélène Steiner, c'est une thèse pour Microsoft, là où elle a imaginé, en fait, elle récupère tout un tas de signaux chimiques de la plante qu'elle va traduire en fait dans un langage qu'elle a, et elle peut renvoyer elle aussi des signaux chimiques. Elle a carrément travaillé sur une communication des signaux chimiques à la plante pour communiquer avec la plante. Et enfin, sachez qu'un cochon vous gagne à Mario Kart. Ils sont vraiment beaucoup plus forts que vous en jeu vidéo. Et pareil, alors tout ça reste un peu gadget selon mon point de vue, mais pour autant, je pense qu'il y a une piste peut-être intéressante. Voilà. Vous trouverez une conférence pour les designers éthiques sur Peertube, là où je développe beaucoup plus ça, parce que chez les designers éthiques, c'est des UX designers, et en fait, pour moi, il y a beaucoup d'enjeux éthiques derrière cette communication et ce design de médiation entre humain et non humain. Je ne vais pas le développer ici. Et enfin, le designer, c'est aussi raconter des histoires. À chaque fois que vous faites du design, vous produisez des scénarios, vous produisez un peu de la prospective des mondes de demain, les services du monde de demain. Et donc, on a un fort enjeu aussi à travailler ça. La première chose, c'est que si on regarde la science-fiction, en fait, vous voyez ici l'imaginaire de Blade Runner, c'est ce qu'on appelle le cyberpunk. Regardez, ne serait-ce que Star Wars et tout ça, alors moins les derniers Star Wars, mais ou Mad Max et ainsi de suite, vous voyez des projections futures. Regardez où sont les autres vivants. Jamais un insecte, jamais un lapin, jamais si on a Chewbacca, mais assez peu de projections avec des non-humains, et donc il faut réimaginer de nouvelles, produire de nouveaux imaginaires, avec les autres vivants. L'autre chose là-dessus, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de voir aussi comment les vivants habitent nos imaginaires. Et en fait, aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle l'extinction d'expériences de nature. Pareil, on pourra y revenir au moment des questions si vous voulez, mais en gros, de génération en génération, il y a un décalage de ce qui fait référence dans les écosystèmes. On parle aussi d'amnésie environnementale. Vos grands-parents ne vous ont pas transmis l'état écologique qu'eux ont connu. Je vous donne tout simplement un exemple. Moi, quand j'étais petit, dans les années 80, quand on traversait la France, on faisait 100 ou 200 km, pas plus, il fallait s'arrêter 2-3 fois pour nettoyer le pare-brise des insectes. Aujourd'hui, je peux traverser la France sans jamais m'arrêter pour nettoyer le pare-brise. Cette expérience du milieu écologique, je ne peux pas vous la transmettre si vous ne la vivez pas. Et c'est ça, en fait, l'amnésie environnementale, c'est que vous ne pouvez pas vous rappeler de quel était l'état écologique, puisque vous ne pouvez pas le vivre. Baptiste Morisot, dont on a parlé tout à l'heure, lui parle de crise de la sensibilité aux vivants. Il y a aussi une disparition des autres êtres vivants dans nos imaginaires. Je ne l'ai pas mis, mais je vous en parle rapidement. Il y a eu des études au Muséum d'histoire naturelle de Paris qui ont montré que dans les films d'animation de Walt Disney et Pixar, il y a une extinction du temps de nature, de moins en moins de temps de nature dans les films d'animation, et une diminution du nombre d'espèces représentées. Blanche-Neige, 1937, c'est 22 espèces. Pinocchio, un peu après, 1950, quelque chose comme ça, 26 espèces représentées. Mulan, 7 espèces. Lilo et Stitch, je crois que on est en dessous, on est vers 5, quelque chose comme ça. Toy Story, 0 espèce représentée, 0 temps de nature à l'extérieur. Ratatouille, 1 espèce représentée, un arbre dans la cour.
la plupart des scènes en intérieur. Et en fait, ce que disent... Alors, il y a d'autres publications dont je pourrais vous parler qui sont sur les livres pour enfants et tout ça. Ce que disent les travaux, c'est que oui, du coup, pour les enfants, enfin pour vous ou nous, même les grands-enfants qui regardons ces films-là, non seulement on ne transmet plus de présence de nature, d'autres espèces, mais en fait, ce que disent tous ces travaux, c'est qu'ils disent, mais en fait, ça a déjà disparu dans l'imaginaire des créatifs. C'est parce que ça n'habite plus nos imaginaires à nous, créatifs, qui designons, dessinons et qui racontons des histoires, que ce n'est plus dans les films d'animation, dans les livres pour enfants et ainsi de suite. Et donc là, vous comprenez mieux pourquoi j'ai créé le collectif. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, il y a urgence à retravailler les imaginaires pour qu'on produise des mondes, voilà, qu'on imagine des mondes là où le vivant existe, mais il faut d'abord que ça existe dans notre tête. Et enfin, il y a un remplacement de nos affects qui est tout simplement que si je vous montre mon smartphone, à chaque fois que je pars du train, je suis là, est-ce que je l'ai oublié ? Non, machin. Et en fait, j'ai beaucoup d'affects pour tous ces dispositifs techniques. Affects qui étaient où avant qu'on les ait. Et bien, ils étaient aussi pour l'arbre, ils étaient aussi pour la mésange, ils étaient aussi... Et du coup, il y a un remplacement comme ça de nos attachements. Je vous renvoie vers les travaux de Sherry Turkle là-dessus. Donc, vous comprenez bien qu'il y a deux enjeux, qui est un, travailler l'imaginaire du grand public, là à droite. Par exemple, dans le collectif, tous les mois à Lyon, on fait un atelier de design fiction pour imaginer des mondes là où les plantes sont au centre de nos organisations, de nos imaginaires. On a appelé ça des ateliers de design fiction planthropocène. C'est de l'anthropocène au planthropocène. Voilà. Et donc c'est pour travailler l'imaginaire du grand public. Et aussi, du coup, travailler l'imaginaire de nos créatifs. Et donc là, c'est notamment la méthode qu'on va faire, c'est-à-dire comment on enquête en regardant les mondes humains, comment on dessine en les mettant en acteurs dans le monde humain, et ainsi de suite. Sur cette question d'imaginaire, Alain Caillé, donc lui est sociologue émérite à l'Université de Paris-Ouest, il nous dit, voilà, il faut qu'on passe d'un biocentrisme, à un animisme méthodique, méthodologique, qui accorde à la nature et aux entités qui la constituent un statut de quasi-sujet. Il faut faire passer du statut de ces êtres humains comme objet au statut de sujet. Je vais le dire différemment. Comment on passe l'eau du statut de ressource au statut de partenaire? Comment on passe les écosystèmes, les vers de terre du statut de ressource, un statut très fonctionnel et mécanique, au statut de partenaire? Comment ils deviennent acteurs du monde avec nous? Et c'est aussi ça qui va allumer le sujet. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Je remarque peut-être, récemment, en même temps, pas tant que ça, que le premier est sorti il y a longtemps, mais il y a Avatar qui a eu un succès assez retentissant, justement, qui introduisait l'imagerie de nature un peu ésotérique, qui était Alors, tiré de ça. Je suis assez d'accord. Aujourd'hui, il est vraiment rangé dans plutôt les fictions un peu biocentriques et tout ça. Je ne vous ai pas développé dessus, mais pareil, dans notre conférence, je l'ai. En fait, il y a... Donc, je vous ai parlé du cyberpunk. Il y a une autre forme de fiction qu'on appelle le solarpunk, qui est en fait Chihiro, Totoro, et Avatar est dans ce champ de science-fiction qu'on appelle le solarpunk. En fait, le solarpunk, il y a un retour fort, très fort, vous le voyez chez Chihiro, Totoro, de la présence de nature, mais par contre, il y a toujours beaucoup de technologie. On reste sur un imaginaire très technologique. Et Alain Damasio, il pointe deux autres directions qu'il appelle le biopunk ou le zoopunk. Il parle d'une fusion fertile et hybride entre humain et non humain. Il y a un film récent qui s'appelle Animal, un film français. Ouais, c'est ça. Animal. Le règne animal, voilà. Et bien en fait, ça fait partie plutôt là du zoopunk. On voit bien, voilà, une hybridation
Et en fait, Alain Damasio, alors je tiens ça, peut-être vous l'avez identifié, il y a un hors-série de Socialterre qui s'appelle Le Retour des Imaginaires, que Damasio, voilà, donc il en parle dedans. Vous l'avez, voilà. Allez lire, il est vraiment intéressant parce que du coup Damasio parle de ça. Et en fait, il dit, donc là, il y aura une espèce de rebond de nouveaux imaginaires sur le biopunk et le zoopunk. Et en fait, il date la naissance au moment des années 70 avec comme signaux faibles Ursula Le Guin. Voilà. Sur ces imaginaires de biopunk et zoopunk. Mais qui sont encore très faibles. Enfin, on va dire aujourd'hui, ce qu'il y a de plus développé, autre que le cyberpunk, c'est vraiment le solarpunk. Et le zoopunk et le biopunk restent encore timides. Pour autant, on voit bien les signaux faibles arriver aujourd'hui. D'autres questions sur toute cette première partie? Non? Ok, alors là, on passe à la méthodologie. Le design, c'est un processus. Et vous comprenez bien que, du coup, il ne s'agit pas de faire juste, de prendre le design tel quel et de dire, bah tiens, je vais designer avec ce que je sais faire pour d'autres êtres vivants. Il s'agit à chaque fois, dans ce processus, de se dire où sont-ils, hein, puisque vous avez vu, ils ont disparu nos imaginaires et tout ça, où sont-ils, comment je peux les intégrer et tout ça. Alors, on ne va pas pouvoir travailler vraiment dans les détails, mais je me suis dit que c'était bien que je vous donne un peu plus, un cours un peu plus musclé sur comment on fait pour désanthropocentrer ce processus-là et remettre les autres vivants dans ce processus. Donc, c'est ça que je vous propose. Ce que vous voyez là, c'est le processus que nous, on a identifié quand je travaillais au pôle recherche de la Cité du Design de Saint-Étienne. J'ai une commande, il y a un commanditaire qui vient me demander quelque chose. 2, je pars en phase d'enquête, en fait, c'est ce qu'on a appelé l'observation du contexte de travail. Je pars en phase d'enquête, et là, il y a 2 sous-phases qui sont, nous, on faisait l'état de l'art. En fait, c'est une montée en compétence sur le sujet, si vous voulez. Donc, l'état de l'art, je vais regarder tout ce qui existe sur le sujet, et l'enquête, hein, ça vous l'avez sûrement pratiqué, j'imagine, des enquêtes, des études des usages, et ainsi de suite. Et puis après, on problématise. Ensuite, on passe en phase d'idéation, on scénarise, on prototype, on expérimente et rétro-analyse. Et enfin, après, ça part en stratégie marketing, vers les marchés, vers les usagers. Et donc, c'est tout ce processus qu'il nous faut repenser. Ce processus, en fait, hein, vous le connaissez, c'est des phases de divergence, convergence, divergence, convergence, qu'on appelle le double diamant. En gros, divergence, c'est la phase d'observation du contexte de travail. Quand je problématise, je resserre mon sujet. Je repars en divergence, en idéation, scénarisation, tout ça. Et quand on prototype, on choisit, et ainsi de suite, on expérimente, on reconverge. Et donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, à chacune de ces phases, comment j'intègre les autres êtres vivants. Du coup, première chose, quand j'ai une commande, quand on vous donne un sujet, il faut se poser la question. Alors oui, on travaille les concepts, les mots, on reformule et tout ça on sait le faire. Mais c'est de se dire, bah tiens, vous vous rappelez la cosmologie élargie, où sont les autres êtres vivants, où sont les actants de Bruno Latour, qu'est-ce qu'il y a de l'agentivité sur mon sujet. Il y a les services écosystémiques dont on a parlé, et puis il y a aussi tous les enjeux de limites planétaires. J'aurais pu vous mettre l'économie du domaine de Kate Raworth. Aussi, il y a les enjeux de plancher social et tout ça, d'équilibre des sociétés face à ces limites planétaires. Et donc, réinterroger votre sujet, votre problématique, à chaque fois aussi en intégrant tous ces non-humains dans le sujet. Et bien sûr, vous rappelez aussi Michel Serres, nous dépendons de choses qui dépendent de nous. Y a-t-il des interdépendances dans le sujet que vous avez à faire? De l'observation du contexte de travail. La première chose, ça va être l'état de l'art dont on va parler. Ici aussi, l'état de l'art, il s'agit de regarder, parce que je vais après,
il s'agit de regarder dans mon sujet qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui a été déjà fait, est-ce qu'il y a des projets qui ressemblent, et ainsi de suite. Et là aussi de se dire, tiens, où sont les vivants non humains, où sont les actants, y a-t-il des enjeux de limite planétaire, et ainsi de suite. Je vais vous l'illustrer par un exemple. Vous avez sûrement entendu parler pour le climat des boucles de rétroaction. On émet des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère, atmosphère qui a une agentivité du coup qui agit sur la fonte des glaces permafrost qui a du méthane qui repart dans l'atmosphère et qui réchauffe. Et donc on crée des boucles comme ça entre nous, notre activité, et des choses non humaines. Et en fait cette chose-là n'est jamais faite, enfin je l'ai trouvée que sur le climat, et je ne l'ai jamais trouvée sur la biodiversité ou d'autres choses. Et volontairement, je vous ai pris un actant non humain, non vivant, pour vous montrer que c'est possible. Ça s'appelle le plastique. Et ça, le plastique, on en a plein en design. Donc, il y a des tonnes de plastique qui sont produits. Ça vient d'où le plastique? Alors, pardon. On a assez de plastique aujourd'hui pour envelopper la Terre et même avoir assez pour faire une petite poignée. Vous savez que ça vient du pétrole et que ça vient agir sur les nappes phréatiques, les sols, l'atmosphère et ainsi de suite. On a les 5e continent de plastique. Vous savez peut-être qu'on mange aujourd'hui l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine. 52 dans l'année, carte bleue. Il y a des nouveaux matériaux de plastique, ce qu'on appelle le plastique agglomérats, qui sont des agglomérats de plastique qu'on ne peut plus détacher entre eux, et une autre forme de plastique qu'on appelle le plastique route, qui est une fusion entre des roches, des minéraux, et du plastique, et pareil, on ne peut plus les dissocier, c'est complètement fondu entre les deux. On trouve des particules de plastique jusqu'à 4 000 mètres d'altitude, et j'ai vu une publication il y a quelques semaines maintenant dans les nuages, ils en ont trouvé. Et on en trouve aussi à l'intérieur de nous. Ça affecte nos organes, perturbateurs endocriniens, et ainsi de suite. Et donc, vous comprenez bien que je peux créer une boucle entre moi et tout un tas d'états du plastique qui sont à l'extérieur de moi. Et du coup, faire ces systèmes de boucles de rétroaction, d'interdépendance entre humains et non humains. Ici aussi avec l'histoire de l'altitude. Vous voyez bien que dans j'ai ouvert large avec l'état de l'art et j'ai pioché dedans des cycles d'interdépendance. On est en train, en ce moment, dans le collectif, d'essayer de mettre ça en atelier du genre, je prends un groupe de personnes pendant 2-3 heures et on dessine des boucles d'interdépendance entre humains et non humains. Vous voyez les boucles de rétroaction là qu'on fait pour le climat, on pourrait le faire pour autre chose en fait. Et de comprendre comment je suis lié avec des entités non humaines en fait, avec des choses qui me traversent et qui traversent des échos. Et je peux faire ça pour mes pollinisateurs. J'ai besoin de pollinisateurs pour manger des pommes, l'éclairage urbain dérégule les pollinisateurs, et donc j'ai moins de fleurs, et donc j'ai moins de pollinisateurs, et ainsi de suite, et au final, j'ai moins de pommes. Je peux faire pareil avec des vivants. Et des non-vivants, comme on a vu avec le plastique. Et donc là aussi, ça peut être un petit exercice qu'on fait ensemble, qui est de dire, tiens, on va choisir une espèce, vous allez voir dans l'atelier, et de dire, ouais, quelles sont les boucles d'interdépendance, quelles sont les boucles de rétroaction entre moi et ce vivant non humain. Et du coup, aussi sortir des problématiques à partir de là. L'observation du contexte de travail, alors c'est là qu'on rentre un peu plus finement dans la problématique. Vous savez qu'en design, on aime bien prendre ce qu'on appelle les parties prenantes. J'ai un sujet, et puis il y a tout un tas d'acteurs qui sont parties prenantes de ce sujet-là, des politiques, des techniciens. Si je prends l'éclairage public, il y a tout un tas de parties prenantes. Il y a le piéton, l'automobiliste,
celui qui roule à vélo, qui sont aussi d'autres formes d'usage de l'éclairage public, mais il y a aussi tout ce qui est déficient, handicapé, déficient visuel, tout ça, qui sont d'autres formes de parties prenantes. Et puis, les techniciens de la ville, eux, ils ont aussi un savoir, parce que c'est eux qui viennent changer les ampoules et ainsi de suite, ou qui changent les parcs d'éclairage public. Ils ont une pratique de l'éclairage public. Et puis, qui achète vos lumières de l'aune de Noël? Qui investit pour vous faire plaisir le moment de Noël? La mairie, les politiques. Merci. Et donc, ils sont partie prenante aussi, qui ont un regard sur l'éclairage public. Vous comprenez bien? Et puis, on pourrait aller plus loin, parce que moi, j'ai fait des enquêtes sur l'éclairage public. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais au pôle recherche, pour Philips Lighting, qui est vraiment le plus gros centre de R&D dans le monde sur l'éclairage public. Et donc, quand on a fait notre enquête, eh ben, on a rencontré aussi Fatima, qui nous a dit « Ouais, ben, vous, à Noël, vous avez des lumières, mais nous, pour l'Aïd, on n'a pas de lumière. » Vous voyez qu'il y a aussi des intérêts qui sont culturels, divergents, autour de l'éclairage public. Et puis enfin, on a fait des enquêtes dans des quartiers sensibles, et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres usages de l'éclairage naturel. Ce qu'on appelle en design, alors je ne sais pas si c'est familier chez vous, mais au moins on pourra en parler comme ça dans le workshop, on appelle ça au pôle recherche les usages déviants. Vous savez qu'avec un marteau, je peux planter des clous, mais aussi je peux me taper sur le doigt ou taper sur quelqu'un d'autre. Des usages déviants. Et du coup, l'éclairage public, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits trafiquants dans le quartier qui tiraient à la carabine à plomb sur l'éclairage public, qui est un usage de l'éclairage public aussi. Vous avez une idée pourquoi? Ils aiment bien être on va dire, dans l'ombre. Pardon? Je sais pas, ils aiment bien dans l'ombre pour faire du business, voilà. Effectivement, pour pas qu'on les voit pour les caméras. C'est pas pour protéger la trame noire. Pardon? C'est pas pour protéger la trame noire qu'ils font. C'est pas pour protéger la trame noire. Donc ça pourrait être bientôt des pratiques d'activistes écologistes. Effectivement. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas que les usages attendus. Il y a aussi tout un tas d'usages. Et dans ces pas de côté, vous comprenez qu'on peut mettre des usages non humains. Aussi dans ces usages déviants que peut faire. Et donc intégrer les autres êtres vivants. Et donc dans l'observation de votre sujet, bien sûr, intégrer du coup, tout un tas de vivants non humains qui auraient, pourquoi pas, des pratiques du lieu, des rats, des souris, des cafards, des hirondelles, et ainsi de suite, dans nos espaces aménagés. Et donc cette enquête, et c'est là qu'on va rentrer dans la méthodologie, cette enquête sur les autres vivants, moi je l'ai travaillée au travers d'une méthodologie donc, que vous allez expérimenter là. La première chose, c'est, il y a une chose très intéressante, donc c'est Joël Zas dans Zoocity, un livre très intéressant, alors c'est vraiment sur les animaux, c'est pas tout vivant, mais qui est très intéressant sur des pratiques dans les villes et des conflits aussi humains-animaux, sur l'intégration, en fait, comment des politiques publiques se sont mis à penser à la place des non-humains dans les politiques publiques. Il y a par exemple, c'est Jérusalem, il y a eu une vraie politique publique pour sauvegarder des chauves-souris frugivores dans la ville, et ils ont réfléchi en termes de gîtes et de couverts. Et donc, ils ont planté les arbres fruitiers que mangeaient les chauves-souris, et ils ont aménagé dans le bâti architectural tout un tas de nichoirs et d'espaces pour que les chauves-souris puissent habiter, pour sauvegarder vraiment à l'intérieur des villes. Et il y a d'autres histoires aussi assez rigolotes, là où il y a eu des conflits entre des éléphants de mer, donc je crois que c'est en Californie. Les éléphants de mer, en fait, squattaient des plages de touristes. Alors, vous savez, un éléphant de mer à 500 kg par une tonne à 2 tonnes. Donc, pour le bouger, c'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, les politiques de la ville ont complètement abandonné le truc. Et en fait, ils ont laissé une plage pour éléphants de mer. Et donc, il y a des plages à touristes et des plages à éléphants de mer. Voilà. Donc là, vous avez des questions diplomatiques entre humains et non humains. Et les éléphants de mer, ils savent que là, c'est leur place. Et puis, du coup, il n'y a plus de conflit avec les enjeux touristiques. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Notamment, Joël Zask, elle s'appuie ici. Alors, les deux exemples vont venir sur Vinciane Després, qui est vraiment une philosophe, je vous conseille
génial sur la question des animaux, et qui nous dit réfléchir aux modalités de coexistence avec les animaux qui se trouvent être là n'existe pas de savoir ce qu'ils pensent. Ça, c'est hyper important. On n'est pas tout le temps obligé de faire ce qu'on va essayer de faire après. N'existe pas de savoir ce qu'ils pensent. C'est le partage d'un monde extérieur physique dont il est question, non celui d'un monde intérieur et mental. Il suffit, comme le recommande Vinciane Després, de susciter des interactions avec les animaux, d'enquêter à partir de ces interactions. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que ces interactions existent et produisent des effets sous forme d'un monde organisé à partir du couplage humain-animaux, qui parfois se polarisent, comme la ville par rapport à la nature, parfois se révèlent complémentaires, parfois conflictuels. Je m'explique. En fait, on n'est pas obligé toujours de se mettre à la place d'eux comme on va essayer de le faire dans l'exercice cette semaine. Il suffit de mettre en place des expérimentations et ce que produit l'expérimentation, c'est-à-dire l'interaction entre vous et un non-humain, suffit à construire quelque chose en fait. Suffit à construire votre projet, votre design. Vous pouvez avoir une petite souris ici, je mets en place des dispositifs, j'essaie de comprendre son monde et elle va interagir avec ce que j'ai fait. Et c'est ce que dit ici Joël, ça produit un monde organisé, ces interactions qui vont se produire entre moi et elle au travers du dispositif technique. Et je peux travailler juste à partir de ces interactions-là. Je n'ai pas besoin de me mettre à la place de la souris spécialement. Donc ça, c'est une première chose. On n'a pas encore trop eu le temps, nous, de l'expérimenter, mais j'ai des pistes pour le faire avec la Bible. Donc ça, c'est la première chose. On n'est pas obligé de se mettre à la place. Deux, on va chercher le point de vue d'un non-humain. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans la méthodologie. Et ce qu'explique ici Vinciane Després, elle dit se mettre à la place d'eux signifie expérimenter avec. Comme changer de point de vue s'entend au sens d'ajouter un des points de vue. Comme l'explique Vinciane Després, on ne se met pas à la place, on peuple la place avec. On ne substitue pas un point de vue à un autre, tout au contraire, ça se fait par addition de points de vue. Autrement dit, on pratique une morale écologique en expérimentant une cohabitation de points de vue. On pratique, c'est-à-dire on participe à la composition d'un monde en collaborant à la fabrique d'un nouveau point de vue. Et elle rajoute, le monde n'étant pas tant à expliquer qu'à enrichir. J'explique un peu plus. Se mettre à la place du rat, se mettre à la place d'un non-humain, c'est pas ôter votre point de vue et devenir lui. C'est ajouter votre monde avec le non-humain. Et ensemble se produit un nouveau point de vue. C'est ça, ce monde qu'on enrichit. Se produit, et on va en parler un peu après, se produit un nouveau point de vue. Et c'est à partir de ce nouveau point de vue, qui est hybride, chimérique si vous voulez, qu'on peut construire le monde. Vous verrez, je vous montrerai des exemples. Et donc là, vous voyez des étudiants d'un master dans lequel je donne des cours à Lyon, qui s'appelle Stratégie et Design pour l'Anthropocène, là où on fait des sorties naturalistes et on va enquêter sur les non-humains. Ce nouveau point de vue, j'ai retrouvé une autre définition, je l'associe à une autre définition de Guillaume Loger. Donc Guillaume Loger, lui, il n'est pas connu, mais il a une double thèse en sciences de l'environnement et en art. Et en fait, dans un livre qui s'appelle Renaissance sauvage, donc, en fait, c'est un livre sur l'art dans l'Anthropocène, et il pointe aussi, comme Damasio, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un retour du vivant dans l'art. Et dans ce livre, il y a tout un chapitre sur ce qu'il appelle les perspectives symbiotiques. C'est quoi les perspectives symbiotiques? En fait, c'est la production de ce point de vue hybride dont on vient de parler, entre humains et agents non humains. Je vous l'illustre tout de suite. Donc, vous connaissez ce type d'un air de dessin-là qu'on appelle la perspective conique. En fait, c'est on dessine à partir du point de vue humain. On est d'accord.
Et en fait, les perspectives symbiotiques dont parle Guillaume Lauger, il dit, ben voilà, en fait, aujourd'hui, on n'est plus tout seul à dessiner, à partir de notre point de vue à nous. Peut-être certains de vous sont Rhino. Non. Dans Rhino, il y a un logiciel qui s'appelle Grasshopper, qui est un algorithme génératif, qui donne ce type de forme-là. Des formes un peu organiques, et ainsi de suite. Il dit, Guillaume Lauger, il dit, quand en fait on utilise comme ça, ou alors les IA, aujourd'hui, ça devient vraiment de plus en plus courant, quand j'utilise une IA ou quand j'utilise des algorithmes qui viennent dessiner des formes, la forme n'est plus que du point de vue humain, il parle de compénétration. Je suis pénétré et je pénètre l'algorithme, et il y a une espèce de coproduction avec un agent non humain de la forme. C'est ça qu'il appelle les perspectives symbiotiques. C'est que le point de vue est décalé. On n'est plus du point de vue humain, on est hybridé par des agents qui viennent mettre aussi leur manière de produire du dessin, du design, et ça, on le retrouve aussi dans des projets comme cela. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de designers aussi qui se mettent à travailler avec le vivant. Vous connaissez peut-être le blob, vous avez entendu parler, voilà, il y a pas mal de designers qui se mettent à aujourd'hui générer des formes avec du blob. Thomas Saraceno là, qui fait des œuvres d'art avec des araignées ou pas mal de choses aussi avec des algues. Et vous voyez que la forme n'est plus uniquement du coup de crayon et du point de vue humain, elle se fait hybrider par des agents vivants non humains, comme l'histoire de l'algorithme génératif, et la forme naît de là. Et c'est exactement ça qu'on va essayer d'aller chercher dans la méthodologie. C'est là qu'on en vient à la méthode Umweltcycletos. Ça va pour tout le monde? C'est pas trop fatigant pour le moment? Bon. Alors, on continue. Alors, ça, du coup, ça vient de mes travaux. Première chose, comment on peut produire un point de vue non humain avec lequel on va pouvoir du coup s'hybrider, faire cette perspective à mi-chemin, on va dire hybridée entre humain et non humain. Prendre en compte le monde sensoriel de l'espèce. 2, prendre en compte ses cycles. Toute espèce vivante est prise dans des cycles que je vais détailler après. Et 3, prendre en compte ses comportements, ce qu'on appelle l'éthos. Je vais développer chaque chose. Alors, l'Umwelt, ça vient de Jacob von Uexküll. En fait, l'Umwelt, ça se traduit en français par le monde propre. Le monde que chaque espèce produit à partir de ses sens. Je vous donne tout de suite un exemple. Nous sommes là, dans la pièce, ok, mes poumons compressent de l'air, ça passe dans mes cordes vocales qui vibrent, qui font vibrer ça, qui viennent pincer l'air, et il y a des vortex qui sortent de ma bouche qui, à leur tour, font vibrer l'air. Ça tombe dans vos récepteurs auditifs et ça produit du sens dans votre monde. Ok ? Maintenant, une abeille arrive. Les vibrations là dans l'air que ma gorge produit, ça n'a aucun sens dans son monde. Voire même, en fait, je suis allé voir, elle ne les attrape pas. Elles attrapent, les abeilles, elles attrapent des fréquences plutôt chez les enfants et un tout petit bout de fréquences chez les enfants. Donc au mieux, elle entend, s'il y avait des enfants ici qui parlaient, elle entendrait un petit peu les enfants. Par contre, moi, les couleurs que vous portez là sur vos t-shirts, ça n'évoque pas grand-chose chez moi. Mais elle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va, une écharpe verte, je sais pas quoi, du jaune, du orange, ça va faire sens dans son monde. Et elle va être attirée peut-être par ces couleurs-là. Ou par, peut-être qu'on a du sucre, un jus d'orange ici, et tout un tas de molécules chimiques qui vont produire du sens dans son monde, et ça va l'attirer. Voilà. Et donc c'est ça l'Umwelt. C'est non seulement les capteurs que j'ai pour comprendre mon monde, mais ce que produisent ces capteurs dans le monde de l'espèce. Et donc c'est aussi lié à beaucoup de questions d'apprentissage et tout ça.
Et donc c'est ça, c'est de décrire, c'est de dire, bah tiens, comment l'espèce comprend son monde. Je vous donne un exemple, vous voyez là les grandes baies vitrées, tout simplement. Et bien en fait on a le bleu du ciel là, qui se reflète dans les vitres, et bien les oiseaux, ils voient mal le bleu. Ils voient très très mal le bleu, voire même des fois certains oiseaux sont effrayés plutôt par le bleu, ils n'aiment pas cette couleur-là. Et du coup ça vous explique pourquoi ils se tapent aux baies vitrées. Parce qu'ils le voient mal. Dans son monde, cette couleur-là est mal prise en compte, mal faite, elle n'a pas le même sens que dans votre monde à vous. Donc, prendre en compte l'Umwelt. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà, nous, en design. On le prend en compte, l'Umwelt. Moi, je vous avais dit que j'avais travaillé pas mal en design d'innovation sociale. J'ai travaillé avec des handicapés, des autistes aussi et tout ça. Et en fait, on prend en compte le fait qu'ils ne comprennent pas le monde pareil que nous. Et on va designer un déficient visuel, voire un aveugle, ça s'appelle des dalles piézotactiles. Hein. Je vais lui communiquer des informations qui ne sont pas accessibles avec les mêmes sens que moi, qui suis valide sur ce sens-là. Vous avez peut-être des passages écoutez, qui sont sonores ici. Bip bip, c'est pour des déficients aussi visuels, pour qu'ils entendent à quel moment ils peuvent passer. On fait appel à un autre Umwelt, hein, on vient communiquer, faire du design dans un autre Umwelt. Là, vous avez en bas à droite un réveil pour malentendants. Il y a un réveil lumineux. Hein, pareil, on va designer des objets en fonction de l'Umwelt d'autres êtres vivants. On le fait déjà. Du coup, on pourrait le faire. Et on le fait déjà aussi un peu pour d'autres espèces vivantes. Quand j'ai tout un tas de produits répulsifs pour certaines espèces, voire cides pour certaines espèces, on prend en compte l'Umwelt en fait, d'autres espèces. L'histoire de l'oiseau, hein, que je vous ai dit avec les baies vitrées, on met ce qu'on appelle des silhouettes, hein, c'est des stickers qui viennent faire sens dans le monde, dans un autre Umwelt que le nôtre. Ou encore l'éclairage public dont on a parlé tout à l'heure. Ben, l'éclairage public, c'est un peu l'inverse. L'éclairage public, c'est je m'en fous de l'Umwelt des autres insectes et je les dérégule. D'ailleurs, ça revient à se rappeler Baptiste Morisot qui disait « Aujourd'hui, notre manière d'habiter revient au fait de refuser aux autres le statut d'habitant ». L'exemple de l'éclairage public, c'est exactement ça. On refuse aux insectes le statut d'habitant. On n'a rien à faire. Ils ont un autre monde sensoriel que nous. Là, vous avez un design expérimental qui s'est construit pour l'Umwelt. Donc, il s'appelle je ne sais pas le nom. Bref, c'est un designer. C'est Thomas Pause. Lui, il a travaillé avec des chercheurs en Inde. À partir de, donc ils ont regardé les cirfes, vous voyez ce que c'est? Les cirfes, c'est une mouche qui se déguise en abeille, qui fait semblant d'être une abeille. Donc, alors ça ressemble à une abeille, sauf que les abeilles elles ont 4 ailes, enfin 2 de chaque côté, et les cirfes elles ont qu'une aile, donc c'est des mouches. Et donc ils ont travaillé à partir des cirfes, et ils ont travaillé de manière expérimentale en regardant donc les fleurs qu'aimait bien butiner le cirfe. Et du coup, ils ont regardé, après ils ont fait des formes, alors ils ont fait des couleurs différentes, comme vous voyez, et puis ils ont aussi changé les formes. Et puis petit à petit, ils ont regardé, en fait, en fonction du survol, quelle forme ou quelle couleur survolait le plus le cirfe. Et c'est ce qu'ils ont appelé les non-fleurs, en fait. Et donc, du coup, en fait, ça a généré des formes comme ça, à force d'expérimentation avec le cirque. Hein, et là, on retrouve la première définition. C'est-à-dire l'expérimentation, je n'ai pas besoin de me mettre à la place d'eux. Ce que je produis comme expérimentation suffit à produire un monde organisé entre moi et un monde humain. Et donc, ils ont designé, vous voyez, là, des formes pour les cirques. Est-ce que quelle est la fonction de ça? Aucune, c'est juste expérimental. C'est vraiment il n'y a pas de fonction aujourd'hui, ni cible, ni voilà, c'était un test.
Et du coup, c'est ça que vous aurez sous la main. Là, on a travaillé avec une biologiste qui s'appelle Daria Dubrasky. Vous la connaissez peut-être puisque vous êtes plutôt en biomimétique. Et Daria a un labo de biomimétique à Grenoble, ça s'appelle Wild Innovation Agency. Et donc on a travaillé avec Daria, qui est membre du collectif, et biologiste au départ, elle n'est pas du tout ni designer ni architecte, tout ça. Aujourd'hui elle est enseignante en école d'architecture en biomimétique. On a travaillé sur un espèce de canevas qui permettrait de décrire l'Umwelt des espèces. Alors on n'a pas pris tous les sens, on a arbitré sur certains sens, mais en gros vous avez voilà, le sens de la pression, les fréquences sonores, les lumières, les signaux chimiques. Beaucoup d'espèces sont sensibles au magnétisme terrestre aussi. La question de la souffrance, la perception qu'on a de notre propre corps, l'électricité, la température, et voilà. Donc déjà on arrive à décrire ça. À partir de là, je peux dégager des choses pour lesquelles je peux dessiner à partir de ça. Et là, vous voyez, ça c'était avec le CNRS de La Rochelle, là où du coup on avait fait une petite expérimentation avec des chercheurs. Le but, en fait, c'était pas spécialement de designer pour eux parce qu'on n'avait que 2 heures, mais c'est qu'en fait, on a pris, alors c'était le goéland, le pétoncle, la tamaris qui est une plante, et du phytoplancton. Et en fait, ensuite, on a mappé, si vous voulez, tous les sens de ces espèces. Donc on a fait Umwelt, Cycletos, on a fait sur les 3. Mais là, vous voyez l'addition du pétanque, de tamaris et ainsi de suite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a des bandes sonores qui vont se chevaucher. Ou par exemple, dans les signaux chimiques, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous la sensibilité aux métaux lourds. Tous sont capables de ressentir et vraiment de détecter des métaux lourds, alors que nous, humains, non, par exemple. Et donc, vous imaginez bien, tout ce qui est pollution aux métaux lourds et tout ça, on se dit que d'un coup, c'est comme l'histoire que vous avez vu là, des insectes par rapport à l'éclairage public. Ils vont être attractifs ou répulsifs par rapport à cet agent chimique. Oui. Quelle base de données d'espèces on a? Enfin, j'imagine que c'est un peu dépendant aussi des études des biologistes. Ouais. Là, on avait un doctorant ou un postdoc par table, et c'est eux. En fait, on avait vraiment fait un peu type jeu de rôle, c'est-à-dire qu'ils parlaient, les gens, le groupe de personnes leur posaient des questions en disant toi Tamaris, toi Pétoncle, toi machin, et ils répondaient au nom, voilà, on avait joué comme ça, et répondaient avec ce qu'ils savaient. Après, ouais, alors là-dessus, il ne faut vraiment pas avoir peur, vous savez, du syndrome de l'imposteur. En fait, quand vous enquêtez sur Madame Michu dans sa cuisine, vous pouvez travailler 6 mois. Nous, au Pôle Recherche, on faisait des enquêtes, des études des usages. Moi, j'avais entre 6 et 8 personnes, des sociologues et des designers sous ma responsabilité. On ne savait jamais tout d'un sujet. Et la plupart des doctorants qui font 3 ans de thèse, et au bout de 3 ans, ils vous disent si c'était à refaire, je le ferais complètement différent. Et vous pouvez enquêter 2 semaines sur Madame Michu dans sa cuisine, vivre avec elle et tout ça, vous ne saurez jamais tout du monde de Madame Michu. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, on a un certain temps, on explore ce qu'on arrive à saisir, et on travaille à partir de ce qu'on saisit. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas avoir peur de tout savoir. Idéalement, vous verrez là sur les travaux qu'on a fait avec la direction des espaces verts, on aime bien avoir un écologue, un naturaliste, mais déjà, tapez-vous une feuille de Wikipédia et sortez les cycles, les Umwelt, les machins, vous verrez. C'est déjà tout un tas d'informations. Déjà, on n'avait pas. Déjà, prendre en compte le fait que l'éclairage public est attractif ou répulsif sur un insecte, c'est déjà beaucoup. De prendre ça en compte dans son Umwelt, ça a déjà des réponses concrètes sur le monde. Vu d'où on part aujourd'hui, rien n'est fait, vous inquiétez pas, il y aura toujours des choses à faire. Voilà. Là, vous avez des travaux que je fais avec des étudiants en DSA à Villefranche-Fontaine que j'ai fait, là où ils ont décrit, c'est vraiment l'exercice qu'on a fait, c'est de décrire l'Umwelt. Donc, vous allez voir, les deux là, c'est sur ce que vous appelez la faucheuse, en fait, ça s'appelle la folk, l'araignée qu'on a avec les grandes pattes là, dans les appartements. Et du coup, ils ont décrit l'Umwelt et ils ont tissé comme ça graphiquement jusqu'où ils pouvaient décrire l'Umwelt. Donc, en fait,
Là, Maëlys, elle a décrit les organes, voilà, les yeux, il voit quoi? Il voit la lumière, ça lui permet de quoi? Ça lui permet de savoir si la fenêtre est ouverte ou fermée. Et puis, en fait, il faut savoir que la toile d'araignée, c'est vraiment la prolongation du corps de l'araignée. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a même Thomas Saraceno, ça vous dit quelque chose, un artiste. Aujourd'hui, il travaille avec des clarinettistes qui envoient des ondes sonores sur la toile d'araignée et l'araignée répond. En fait. Elle reçoit les ondes et elle renvoie des ondes sur la toile d'araignée. Elle a des informations sur la température. Les moucherons qui viennent se mettre sur la toile d'araignée, ça lui donne des informations de si vous avez un compost pas loin ou pas, voilà, de ce qui se passe, et ainsi de suite. Et donc, elle a décrit comme ça le monde de l'araignée. Ici, pareil, toujours la Folk. C'était Romain. Voilà, qui a fait un super travail, là où lui aussi il est allé chercher, tiens, est-ce qu'elle a un angle de vision, qu'est-ce qu'elle reçoit, qu'est-ce qu'elle ressent. Et donc ça, c'est des petites choses dans lesquelles j'aimerais qu'on arrive demain. C'est qu'une fois après avoir décrit l'Umwelt, enfin, non seulement compris l'Umwelt, c'est que vous me reformuliez ça graphiquement, en fait, pour décrire le monde de votre araignée. Vous verrez que ça va vous donner beaucoup d'informations. Première chose, vous avez vu l'Umwelt, il y a déjà pas mal de choses à faire, et une fois qu'on a déplié ça, comme je vous disais, savoir que l'oiseau ne voit pas le bleu, que la lumière va être attractive ou répulsive pour un insecte, c'est déjà quelque chose avec lequel ça donne des choses préhensibles pour nos designers pour dessiner des choses. 2, les cycles. Tout être vivant est inclus dans des cycles. Il y a 3 types de cycles, on travaille avec 2. Je vais quand même vous donner les 3 types. Le premier, c'est les cycles qu'on appelle infradiens. Infradiens, c'est les cycles au-delà de 24 à 28 heures. Vous en connaissez des cycles infradiens? Menstruation, exactement, cycle hormonal. Il faut savoir, messieurs, que vous avez aussi un cycle hormonal qui est lié à votre production de spermatozoïdes de 70 jours. En fait, vous avez un cycle hormonal vous produisez des spermatozoïdes tous les jours, mais tous les 70 jours, votre cycle hormonal qui permet de les produire repart à zéro. Les cycles des saisons, qui sont des cycles au-delà de 24 heures, des écosystèmes par exemple. Donc ça, c'est les cycles infradiens. Les cycles circadiens, c'est les cycles de 24 heures. Et en fait, il y a des cycles en dessous, mais ça, on ne va pas les traiter. C'est des cycles qu'on appelle ultradiens. Toutes les 24 heures, vous dormez, c'est un cycle circadien. Et dans votre cycle du sommeil, vous avez plusieurs cycles de 1 heure et demie. Phase d'endormissement, phase de sommeil. Dangereuse pour les jeunes aigles. Et donc, on a fait cette petite fiche. Mais alors là, je dirais que ça dépend en fait de vos territoires d'études. Allez sur Google, faites une impression du parc que vous allez étudier, de l'écosystème que vous allez étudier, du milieu dans lequel vous êtes, pour avoir aussi des vues 2D. Moi, ce qu'on a fait pour le moment, c'est juste un truc générique qui est vraiment au moins d'avoir des échelles. Votre espèce, est-ce qu'elle est capable de voler jusqu'au toit? Est-ce qu'elle vit que sous terre? Est-ce qu'elle vit que au ras du sol? Est-ce qu'elle peut aller dans le feuillage? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à la canopée? Est-ce qu'elle est à hauteur humaine ou pas? Voilà, déjà d'avoir donc ça, on peut dire que tout environnement, ça peut marcher. Et après, on verra, peut-être qu'il nous faudra imprimer aussi des plans 2D en disant, mais il y a peut-être des territoires là où elle est, et ainsi de suite. Le hérisson, par exemple, il est nomade. Le hérisson n'a pas de territoire. Et du coup, là, tous nos murets, portails, tout ça, c'est une catastrophe pour le hérisson parce que lui, il a besoin de toujours voyager. Et donc, avec tout un tas d'espèces, et ça, si vous avez besoin, on reviendra dessus, mais en fait, sachez qu'en tout cas, pour les milieux urbains, il y a tout un tas d'espèces qui ont des qualificatifs différents. On dit des espèces commensales, c'est qu'elles sont attachées à vos modes de vie, à vos poubelles, par exemple, à vos pratiques. Synanthrope attaché à l'homme, synurbique, c'est qui est attaché à l'espace urbain. Je vous donne juste un exemple. Vous savez pourquoi on a beaucoup de pigeons en ville? C'est le top. Exactement. Pourquoi c'est le top? Il y a de la boue, il y a des perchés, il n'y a pas trop de... En fait, elles sont plutôt synurbiques. Vous savez où c'est que nichent les pigeons quand il n'y avait pas de ville? Où c'est qu'ils étaient? Cavité rocher. C'est des animaux de falaise, en fait. Et donc, regardez, avec ça, des falaises.
hyper bien pour eux. Donc c'est des espèces surtout synanthropes. Elles sont aussi synanthropes, elles sont devenues en mangeant nos poubelles et tout ça. Les goélands, vous avez, hein, c'est synanthrope plutôt. Elles viennent chercher nos poubelles, tout ça. Des espèces sauvages. Les espèces spérales, ce sont des espèces qu'on a implantées dans les eaux et tout ça, et qui viennent, et qui en fait s'échappent de leur cage, et qui en fait se trouvent très bien, enfin le milieu, l'écosystème leur correspond, et elles s'installent là. Elles ne sont pas spécialement invasives. Hein. Elles ne sont pas spécialement ni dangereuses pour l'écosystème et tout ça, elles ont juste trouvé une niche écologique qui leur convient en s'échappant de la cage. Les perruches que vous avez à Paris ou à Marseille, hein, il y a des perruches à collier pas mal qui se sont installées, voilà, donc c'est des espèces fermes. Et du coup, voilà, je vous disais aussi, faire des plans 2D, donc ça c'est ce qu'on avait fait pour La Rochelle. On est en bord de mer, on peut réutiliser, c'est vrai que je ne l'ai pas fait imprimer, mais on pourrait... Tout dépend où est le parc, mais voilà, on avait dessiné une zone voilà, avec un cours d'eau arrive dans la mer, des falaises, des trucs, et on avait dit votre tamarise, votre goéland, voilà, est-ce qu'il est là toute l'année, c'est quoi son territoire, et ainsi de suite. Et on peut voir là aussi en mappant, est-ce qu'il y a des chevauchements entre des pratiques humaines et des habitats d'espèces non humaines. Voilà, et là vous voyez toujours pour notre libellule. Elle peut aller jusqu'au 4e étage, chercher aussi de quoi manger, et ça c'est la prochaine. Là vous voyez pareil des travaux d'une étudiante qui a travaillé, donc son père, elle vit à la montagne dans les Alpes, enfin ses parents sont en montagne, son père a une expertise vraiment empirique, hein, enfin voilà, c'est quelqu'un de la montagne qui connaît bien, et elle a cartographié, en fait, il y a un problème, c'est que si vous voulez, les biches en fait se rapprochent énormément du village, enfin des villages, et en fait ils n'ont plus assez de nourriture, parce qu'ils n'ont plus assez de nourriture à la montagne, pour détruire les écosystèmes et de faire des stations de ski, ça devient problématique. Et du coup, elle a cartographié les zones d'intimité ou pas pour les biches. Les moments de proximité, et elle a différencié aussi, vous vous rappelez l'histoire des jeunes aigles là, si c'est des jeunes ou des vieux. Et juste en enquêtant auprès de son père qui connaît bien cette écologie de ces espèces-là, et elle a, en termes de design d'information, malheureusement c'est pas super, mais en tout cas quand on rentre dedans, c'est assez intéressant ce que ça fait, ça permet de faire émerger. Et donc, voilà, on avait parlé de relations aussi hein, dans l'éthos. Vous vous rappelez, relations interspécifiques, design des relations interspécifiques. Et donc là-dessus, en fait, c'est de redéfinir. Alors, il y a la chaîne trophique, hein, vous savez, le petit poisson qui est mangé par le plus gros, qui est mangé par le plus gros, et ainsi de suite. Qui mange qui? Ça, on peut le cartographier comme ça. Mais c'est aussi, on en a parlé, en fait, il y a des relations qui sont vertueuses. Plus, protection, soins et tout ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est de marquer dans les petits ronds, alors je ne sais pas si je l'ai appris, c'est de marquer dans les petits ronds, tiens, est-ce que c'est positif ou négatif pour l'espèce? Donc, je mets mon espèce au centre, et puis j'ai peut-être des espèces qui vont être prédatrices de cette espèce-là. Et puis, il va y avoir aussi peut-être des prédateurs de mon espèce. Et donc, là, vous détectez les alliés, avec qui vous pouvez faire copain, puisque ils sont prédateurs de votre espèce. Ou certains qui sont vertueux, voilà, des relations mutualistes, tout ça. Et donc là, cartographier un peu les relations que votre espèce a avec votre espèce. Tout ça, c'est l'éthos. Hein. Donc je reviens, il y a la map 2D, voilà, le plan 2D, il y a le plan dans l'espace sur les hauteurs et tout ça, et il y a les questions de relations entre espèces. Et en fait, nous, designers, ce qu'on faisait jusque-là, c'est qu'on ne se concentrait que sur l'éthos. Nos études des usages, en fait, on dessine pour des semblables. Votre Umwelt, c'est le même que le mien. Vos cycles, vous dormez comme moi à peu près un cycle circadien, vous avez un peu de trucs, vous avez le 14 juillet comme moi, vous avez... Donc tout ça, on s'en occupait pas trop. On s'en est occupé, vous avez vu, sur les histoires de handicap, là où il n'y avait pas tout à fait les mêmes zones, un peu, mais... Et du coup, on ne travaille que sur l'éthos, essentiellement. Les comportements de chacun vont être différents. Et le reste, on le trouve.
maintenant, je vous propose, on retourne la chaussette, on va faire de l'habitabilité, on va faire une maison ou un appartement. Et puis, je ne vais pas prendre en compte votre Umwelt. Donc, je ne prends pas en compte le fait que la lumière peut vous gêner ou pas, ou que vous ayez besoin de vous éclairer la nuit. Ça ne fonctionne pas. Je ne prends pas en compte le fait que vous entendiez. Donc, l'isolation sonore, je ne fais pas attention. Je ne prends pas en compte vos cycles. Je ne prends pas en compte votre cycle circadien. Je ne prends pas en compte le fait que vous dormez. Pas de chambre. Je ne prends pas en compte le fait que vous alliez aux toilettes, je ne sais pas quoi, 2 fois par jour. Pas de toilettes. Et pareil, je ne prends pas en compte vos habitudes et tout ça, ça on le fait en design, vous comprenez bien que l'appartement n'est pas du tout fonctionnel. Donc vous voyez bien que si je ne prends pas en compte vos Umwelt, vos cycles et tout ça, je ne peux pas faire d'habitabilité pour vous. Et ça on le fait par défaut, sans jamais s'en être rendu compte. Et c'est ça vraiment voilà, l'intérêt de la méthode, c'est de réélargir en fait cette question en disant c'est quoi faire de l'habitabilité. Après, c'est aussi pour vous élargir, je vous le dis tout de suite, une méthode, ça rassure. Donc vous allez avoir une méthode, c'est rassurant, on va la pratiquer ensemble. Les méthodes, c'est aussi toujours fait pour être dépassé. Donc moi, je vous invite, quand vous aurez un peu l'habitude, il faut quand même toujours maîtriser un peu, mais après, à partir au-delà, et sur le partir au-delà, je vous mettrai, ou si vous voulez, on pourra y aller après. Là, vous voyez une manière dont on a cartographié le monde qui respire, vous ne l'avez pas vu. C'est vachement beau, en fait, vous voyez les cycles, en fait, de quand le soleil est plutôt au sud ou plutôt au nord, hein, donc hémisphère nord et hémisphère sud, et en fait, c'est la photosynthèse. Et en fait, vous voyez la Terre qui respire entre le nord et le sud, parce qu'à chaque fois, les continents vont grossir au nord et au sud. C'est assez beau. Vous avez Terraforma, qui est d'autres manières de cartographier aussi la Terre. Vous connaissez tous hein, le travail de Frédéric Alitoiti. Oh, allez voir, c'est un travaux sur la tour, en fait, sur la tour. Et en fait, par exemple, ils ont changé, ils ont dit, bah tiens, en fait, on représente toujours la Terre avec son noyau, sa croûte et l'atmosphère autour, et ils ont renversé des trucs. Donc ils ont mis, bah tiens, si on mettait l'atmosphère au centre et le reste à l'extérieur. Et ils travaillent sur, donc ils appellent ça un manuel de cartographie spéculative. Et là où ils changent des formes de représentation du système Terre, c'est hyper intéressant. Ah ouais, allez voir Terraformation. Là, vous avez des designers, artistes qui ont travaillé. Là, vous voulez que je vous les montre un peu tous les. C'est-à-dire bon, ouais, faut Internet. Plus tard, voilà. Donc là, en fait, c'est. Je sais pas si j'ai mis. Non, je n'ai pas mis l'image après. Mais en fait, c'est un casque VR. Et en fait, on se balade dans la forêt à partir du point de vue d'un renard, d'un moustique, et je sais plus c'est quoi le troisième. Je crois que c'est peut-être une libellule. Et en fait, ils ont cartographié des nuages de points la forêt, vous savez, en lidar. Et du coup, on se déplace comme ça dans la forêt avec un autre point de vue. Là aussi, ils ont mis une double webcam pour voir qu'est-ce que ça veut dire de voir comme un herbivore. Ça, c'est pour les enfants aussi, une manière de décaler le regard. C'est exprès hein, pour faire avoir adapté le point de vue d'un animal. C'est assez drôle aussi. Là, c'est plutôt expérimental, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir les yeux 20 cm au-dessus de ma tête et ainsi de suite. Mais voilà, Thomas White, vous connaissez ? Thomas White, c'est génial. Thomas White, il a fait une première expérimentation, je crois que c'est 3 jours, en vivant comme une chèvre. Mais alors, là, vous voyez, il a des protections, des machins, il n'avait pas encore fait ça, donc il a vécu dans l'étable, il a marché à 4 pattes, il reniflait le sol avec elle et ainsi de suite, pendant 3 jours. De là, il en a tiré pas mal d'enseignements pour faire du design. Et ensuite, il s'est dit, ouais, mais en fait, c'était pas... parce que moi, quand je marche, j'ai les mains plates alors qu'elles, elles ont des sabots. Et puis, en fait, pendant 3 jours, il s'est pris plein de coups de corne, hein, parce qu'il pouvait être tout le temps... Et du coup, il avait plein de bosses et tout ça. Donc, il a dit, la prochaine fois, il me faut un casque. Et puis aussi, il s'était mis un truc pour le nez, parce qu'il s'est rendu compte que les chèvres avaient le nez retroussé, et que ça leur permet de flairer. Donc, il s'est mis un système aussi pour le nez. Et il s'est rendu compte que, du coup, en retroussant son nez, il sentait beaucoup plus les effluves du sol, et il pouvait détecter beaucoup plus d'odeurs. Et là, vous voyez aussi qu'il y a, mais c'est comme pour tous les choses d'avant, en fait, il y a un design des outils d'enquête.
Hein. C'est pas le design des résultats là, il faut nous mettre en capacité de designer comment on peut enquêter sur des non-humains. Et ça aussi, c'est des travaux qu'on a dans le club. On a fini notre enquête. On passe en phase de problématisation. Alors là, plein de manières de problématiser. Vous avez un sujet pour le workshop. Vous verrez que j'ai mis un outil de problématique ici. Mais on va dire que les 5 axes que je vous ai présentés au début de Zoépolis, c'est autant de manières de problématiser. Je pourrais rester centré humain, c'est-à-dire que ma problématique est toujours centrée humaine, mais par contre, je ne sais pas quoi, vous avez enquêté sur les vers de terre, la maison, ou ce que vous voulez, comment ce non-humain vient interagir au bénéfice ou pas d'un humain. Pareil, on peut problématiser de manière désanthropocentrée, on pourrait penser les relations, on peut penser en termes de médiation. Une fois que vous avez fait ce travail d'enquête, vous voyez, on peut travailler sur les imaginaires par rapport à votre espèce, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que c'est autant de manières de problématiser. De manière générale, quand je fais des ateliers avec du grand public, je propose d'essayer de faire une problématique sans humain. Ça force à penser en termes d'agentivité. On travaille sur une espèce qui est dans un parc naturel, il y a peut-être la mer ou je sais pas quoi, un cours d'eau à côté. Vous pouvez problématiser en disant comment la mer peut venir participer à faire de l'habitabilité pour cette espèce. J'ai pas eu besoin d'humain dans l'équation. Donc ça, c'est pour forcer à penser en termes d'agentivité. Donc c'est plutôt un exercice de pensée, on va dire. Designer les relations. 3, c'est la question du contre-don, hein, c'est ce que je vous disais, c'est comment je peux être centré espèce, et comment faire un design qui ne s'applique que sur les espèces. Voilà, 3 manières de problématiser, ce qui vous permet de tourner autour de la question. On pourra travailler. Enfin, les phases d'idéation. Là, idéalement, il faut intégrer, donc nous c'est ce qu'on a fait là, sur les ateliers à la ville de Lyon, avec le CNRS, c'est-à-dire qu'on avait des experts autour de la table qui sont là, qui participent et tout ça. Donc vous avez toute une liste, hein, les jardiniers de la ville, on a une chef de projet à la ville, voilà, horticulteurs, ornithologues, botanistes, zoologistes, entomologistes, bioacousticiens, tout un tas d'experts qui peuvent vous apporter des points de vue et qui peuvent venir produire des idées pour votre espèce sur votre problématique. Enfin, la question de la scénarisation. Juste quelque chose qui est hyper important. Designer, vous le savez bien, aujourd'hui, sûrement, ce n'est pas que de produire des belles formes. Designer, c'est penser les relations que l'on a avec les êtres, avec les objets, mais c'est aussi anticiper l'embouteillage. C'est aussi ça, vous le savez, designer, hein, mettre en forme le récit, c'est aussi ça. Et donc il y a un enjeu de prospection, de fiction aussi, d'anticipation dans le design. Et bien sûr, vous comprenez bien que avec les non-humains, c'est aussi ça. Hein. C'est produire des scénarios qui vont valider ou invalider. Je ne vous ai pas fait les définitions du design, mais designer, c'est manipuler, manigancer, hein, comme vous le trouverez dans des conférences. C'est Wilhelm Flusser qui explique ça. Designer, c'est procéder de façon stratégique. Hein. Vous le savez bien que designer, c'est manipuler parce que vous avez tous dû à un moment ou à un autre accepter des cookies, ou pas. Vous voyez bien comment votre regard où c'est que votre regard est attiré. Vous voyez bien comme c'est difficile de trouver l'endroit là où il faut dire non. Hein. Si je dessine un espace de circulation, là où vous passez, je dessine aussi là où vous ne pouvez pas passer. Et donc, pour mes espèces, c'est pareil. C'est qu'en fait, en designant, je peux valider ou invalider certains scénarios de relations entre humains et non-humains. Et donc, si je reprends mes pollinisateurs, comment on design des scénarios là où on va arrêter le déclin. On est aujourd'hui en train de travailler là-dessus avec Arthropologia.
Et du coup, si je reprends l'idée de ma voiture, vous comprenez bien, apparaît l'écoduc, apparaît la trammoire, apparaît les collisions voilà, avec mes essais, chose qui aujourd'hui n'existait pas dans la cosmologie du design. Et enfin, si je vais jusqu'au bout du processus, bien sûr, il y a des phases de prototypage. Donc là, les non-humains moins impliqués. Et enfin, d'expérimentation. Et là, dans l'expérimentation, ben, nous, ce qu'on fait, nous on appelait ça la rétro-analyse, hein, qui est une petite étude des usages de ma phase expérimentale. Et là, je vous montre une expérimentation, là où, en fait, on a fait agir un non-humain. Je vous explique la petite histoire. Vous voyez le canal à droite, là. En fait, ils ont voulu le renaturer, redonner un cours d'eau. Et ils ont fait appel à des paysagistes qui ont eu le concours, et les paysagistes ont regardé dans les archives, donc c'est en Suisse, hein, ils ont regardé dans les archives, est-ce qu'on a les traces de son ancien cours d'eau? Pas de traces de l'ancien cours d'eau, pas d'histoire. Cette rivière, on a perdu l'histoire qu'elle avait sur ce milieu-là. Du coup, ils ont décidé de poser la question à la rivière de ce canal, de quelle place tu veux prendre. Alors, en fait, là vous avez un champ d'un paysan qui est allé jusqu'au canal. Et donc ils ont réussi à racheter une trentaine de mètres au champ du paysan à côté. Et ils ont du coup designé une question, qui est cette espèce de trame. Et voilà la réponse de la rivière. Vous voyez comment dans le design, ils ont inclus la gentilité de la rivière, mais aussi de l'écosystème. Hein, les oiseaux arrivent, font des fientes qui emmènent des graines, et puis il y a un arbre qui va raciner par là et qui va du coup retenir la terre plus ici que là aussi. C'est pas que le flux de l'eau, c'est aussi tout l'écosystème qui répond. Juste une question là-dessus, c'est qu'on lui aurait donné 30 mètres, la bande de 30 mètres sans la tramer. Elle aurait creusé au milieu, c'est parce que tu te retrouves avec des flux voilà, avec les flux qui vont se condenser, ça va être frotté sur les bords, ça va nous casser des flux. Et en fait, si tu veux, je vais aller fouiller un peu, en fait, l'épaisseur, la largeur a été calculée avec des ingénieurs en hydraulique par rapport au flux de la rivière et à la quantité d'eau qui passe. Donc il y a un vrai design, c'est pas comme ça une petite trame, machin, il y a eu un vrai design en disant mais c'est quoi la bonne proportion? C'est ce que mon réseau explique avec les castors. Avec les castors, ouais. Il y a même des endroits où on réintroduit des castors et on dit ouais, il y a des exemples en école comme ça où les mecs disent qu'est-ce que ça coûte pas cher en fait? Voilà, de les laisser tout à fait. Ouais. Et donc là aussi vous voyez des formes expérimentales, et pour moi, il est vraiment super cet exemple, parce qu'il y a plein de choses dont je vous ai parlé qu'on retrouve. On retrouve l'histoire de Vinciane-Després, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de me mettre à la place d'eux, l'interaction avec les non-humains suffit à construire. Là, c'est pareil, ils ne sont pas mis à la place de la rivière. Ils ont juste créé une interaction qui permet de... L'autre chose qu'on retrouve, c'est les perspectives symbiotiques. Le dessin n'est pas que humain, il est aussi construit par l'agentivité d'un non-humain, hein, comme l'histoire des algorithmes et tout ça. On retrouve ça aussi. Et pour moi, ça c'est aussi, on pourrait dire que c'est une phase d'idéation. Une phase d'idéation là où dans l'idée, je viens faire composer le non-humain. C'est à la fois expérimental et c'est à la fois aussi la phase d'idéation. Et enfin, toujours après ces phases d'expérimentation, il y a des phases d'autocritique, d'itération. Je retourne à ma phase de problématisation, d'idéation et tout ça. Je peux reboucler, bien sûr, après ces phases expérimentales. On a écrit une publication là-dessus en 2022, colloque de l'Université de Laval et de Montréal. Vous pouvez le retrouver sur Internet, il est publié, c'est une publication scientifique. Là où en fait vous trouverez un petit état de l'art, bien basé scientifiquement avec toutes les références, et un premier retour d'expérience autocritique là-dessus. Là vous voyez un des premiers
projet qu'on a fait avec la ville de Lyon. En fait, donc on a pris les chefs de projet de la ville de Lyon, on était avec une association naturaliste qui s'appelle Des Espèces par Millions, qui sont spécialistes de la biodiversité en ville. On a fait notre petite sortie naturaliste, et puis fin d'après-midi, une fois qu'on a exploré l'espace urbain, on a dit à nos chefs de projet de la ville de Lyon, sur quelle espèce vous voulez travailler? Et ils nous ont dit le lierre. Alors moi je vous dis, aïe, on verra ce que ça donne. Pas sûr qu'on arrive à des résultats. Et en fait, quand on a travaillé sur le nouvelle du lierre, quand on a fait la fiche nouvelle, on s'est rendu compte que le lierre, il pompait aussi l'humidité, la rosée, au niveau de ces petits crochets, quand il s'accroche au crépi, quand il s'accroche, en fait, il pompe aussi par là. Et du coup, on est parti de là. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait ramener de l'humidité? Qu'est-ce qui pourrait, comme ça... Alors, on a la rosée, et la rosée, vous savez qu'elle se met sur les toiles d'araignée. Donc, on s'est dit, on va faire une structure un peu filaire, comme ça, qui va pouvoir absorber la rosée, et du coup, ça lui plaira bien au lierre. Et donc, on s'est bio-inspiré de la toile d'araignée, tout simplement, et on a créé cette raquette. Et enfin, le sujet qu'on avait, c'était sur la question de la verticalité. On fait beaucoup de choses dans l'espace en 2D, et on travaille assez peu la verticalité. Et donc, on s'est dit, tiens, on va mettre cette raquette sur tous les mâts. Là, voilà, vous avez plein de photos. Là, imaginez qu'on pourrait à chaque fois fixer cette espèce de raquette. Une petite peinture un peu rugueuse, crépi à ça, parce que le lierre a besoin, il n'aime pas le lisse. Donc si vous voulez pas que le lierre il grimpe, vous mettez une plaque de zinc et il ne peut plus s'accrocher. Donc du rugueux, et il va pouvoir s'accrocher, et du coup, ça pourrait nous donner ça. Et en fait, le lierre, pourquoi on a choisi le lierre? Parce que le lierre a un impact très fort sur la biodiversité. Ça fait tout un tas d'habitats pour les oiseaux. Il fleurit 2 fois par an, il donne à manger aux pollinisateurs 2 fois par an. Voilà, et il a aussi, et ça c'est la chose inattendue, quand le chef de projet de la ville a vu ça, il a dit mais c'est génial, parce que là où je peux pas mettre un arbre, parce que le lierre n'a pas besoin de trop raciner, partout là où j'ai un parking en dessous et 20 cm de terre, je peux mettre ça. Et en plus, encore double effet, c'est que le lierre évapotranspire. Et pour toute la question des îlots de chaleur en ville, on pourrait imaginer des structures comme celle-là qui viennent un peu refroidir la ville. Et donc vous voyez que là on retrouve les services écosystémiques, on retrouve l'histoire de l'Atlantique. Autre exemple, on a travaillé sur les copropriétés, parce qu'il y a beaucoup d'espaces en ville qui appartiennent pas à la ville mais à la copropriété. Et on a travaillé pour des larves qui vivent dans le bois mort. Là où on a imaginé tout un tas de niches de bois plus ou moins enterrées, tout ça. On a imaginé cette jardinière, mais ce ne serait plus une jardinière qui serait juste là ornementale, mais une jardinière qui intégrerait le bois mort. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le projet de Bullière, là, hop, celui-là on est en train de le prototyper, celui-là aussi il est en train d'être prototypé dans un Fab Lab dans l'Inde. Et du coup, en fait, ça serait de reproduire à l'échelle du balcon les haies sèches qui sont très importantes pour les espèces et des bois de plus grosse section, parce qu'il y a des larves qui peuvent rester jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le bois mort, qui sont hyper importantes. Pour vous donner une idée, la biodiversité d'une forêt, 30% de la biodiversité d'une forêt tient au bois mort, 5% de la biodiversité mondiale tient au bois mort. Vous imaginez qu'en enlevant le bois mort dans la ville, comme on le fait aujourd'hui, ou en le brûlant ou en réduisant en copeaux, on perd une énorme biodiversité en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce sujet-là. On a aussi continué à travailler sur le bois mort en enquêtant dans la ville de Lyon sur un processus de design, on enquête. Quel est le cycle du bois mort? Je vais passer sur les détails, on y reviendra, mais en gros, il y a à gauche, c'est qu'ils traitent le bois mort direct sur site. Le bois mort qui n'est pas traité sur site est ramené dans des plateformes, là où il est transformé et remis dans la ville. Donc le bois mort reste en cycle fermé vraiment complètement dans la ville de Lyon. Et en fait, quand on a vu ça, pareil, on s'est dit, il n'y a pas grand chose à faire. Mais toujours pareil, en fait, c'est qu'on pense comme des humains. Quand on pense à partir des larves, quand on pense à partir du besoin des larves, on s'est rendu compte que
en fait, comme je vous disais, elles peuvent rester donc de quelques mois à plusieurs dizaines d'années. Un certain larve peut passer 50 ans dans du bois mort. Et donc si je l'installe en ville, il faut que tous les ans ou tous les 2 ans ou à chaque changement de mandat, je n'enlève pas le bois qu'on a mis. Et donc on a imaginé donc, ce qu'on appelle du design de service, du design des organisations, on en avait parlé. On a imaginé une organisation au sein de la direction des espaces verts qui est centrée, pas humain, mais centrée larve. Et donc, est-ce que vous voulez que je développe un peu? Vous êtes un peu fatigué? On développe un peu? Ok. Alors, sur la gauche, vous avez la production de bois mort. Donc, il y a des élagueurs qui sont des sous-traitants, il y a des élagueurs internes au Grand Lyon, qui est la métropole, et des élagueurs internes à la ville de Lyon. Donc, eux, en fait, ils produisent des sections de bois. Okay. Ces sections de bois, du coup, on a besoin de savoir où elles sont. Donc, en fait, par quartier dans la ville, dans la métropole, il y a des endroits de stockage. Okay. Donc, l'élagueur doit renseigner l'information de où est stocké le bois. 2, pour nos larves, il y a besoin de certains savoir-faire. Les haies sèches, on en a parlé. Si je reprends rapidement, avant, dans ma copro, donc il y a les haies sèches, vous voyez en bas à gauche. Il y a certaines larves qui vivent dans les premiers centimètres de sol, d'autres qui vivent dans du bois vraiment enterré. Donc on a besoin d'enterrer certains bois dans le sol. Et donc vous comprenez qu'il y a des pratiques, il y a des pratiques de jardinier qu'il faut acquérir. Donc des savoir-faire. Et 3, c'est... alors attendez, c'est... cycle... donc, information, lieu et... voilà, et essence de bois. C'est-à-dire que n'importe quel arbre... Donc, n'importe quel arbre ne va pas dans n'importe quel bois. Donc, j'ai besoin de savoir quel type de bois, qui est où, et qu'est-ce que je peux faire avec. Et du coup, on a imaginé 2 possibilités. Soit, donc en haut à droite, c'est la solution low-tech. Il y a une personne au sein de la direction des espaces verts qui a un tableau Excel, plus low-tech possible, et qui recense ces informations. Quel bois est dans quel point de stockage, et du coup, quels peuvent être les savoir-faire qui sont liés à ça. Est-ce qu'il faut faire la sèche, est-ce qu'il faut l'enterrer, est-ce que machin. Ou alors on peut imaginer une application numérique. Je suis élagueur, je viens de couper du bois, je l'ai mis dans tel endroit, tac, 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 je note. Je suis jardinier, je regarde mon application. Du coup, je vois que dans tel espace de stockage, j'ai tel bois. Je vois qu'est-ce que je peux faire avec. J'ai peut-être un petit tuto, une petite vidéo, un petit truc comme ça qui est lié, et du coup, je peux faire mon intervention pour les larves. Voilà, et la chose qui est ressortie, toujours pareil en travaillant avec eux, c'est que non seulement, et là vous voyez les effets de bord que ça a toujours, non seulement, du coup, il y a cette organisation qui est là, mais en plus, ce que ça pourrait permettre au service de la direction des espaces verts, c'est qu'il y a aussi des bois qui sont coupés parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des champignons. Il y a ce qu'on appelle des zoonoses et aussi dans le bois. Et donc, en fait, ça leur permettrait d'avoir une traçabilité des bois qui sont infectés ou pas, puisque du coup, ils sont recensés. Donc, ici aussi, il fait le bord. Hop, et ben voilà. Du coup, vous voyez les premières applications.